Bonjour, je suis Marc-André Réaume, ingénieur forestier pour la Fédération des producteurs forestiers du Québec. Nous recevons beaucoup de demandes de propriétaires de boisés à savoir comment devenir producteur forestier. Premièrement, vous devez avoir une superficie de 4 hectares et plus à vocation forestière. Deuxièmement, vous devez détenir un plan d'aménagement forestier approuvé par un ingénieur forestier. Ce plan vous coûtera entre 300 $ et 1 000 $, dépendamment de la superficie de votre lot boisé, du contenu et des honoraires professionnels. Ces coûts pourront vous être remboursés par le programme de remboursement des taxes foncières. Le plan d'aménagement forestier est un document qui décrit la composition forestière de votre lot boisé. Il divisera votre forêt en peuplements forestiers selon l'âge, la densité, les essences. Dans chacun de ces peuplements forestiers, vous aurez une proposition de travaux de mise en valeur pour augmenter le potentiel de votre forêt. Par la suite, le propriétaire devra s'enregistrer auprès d'un bureau d'enregistrement de producteurs forestiers. Le coût sera d'environ 20 $. Un conseiller forestier pourra facilement vous aider dans cette démarche. Obtenir le statut de producteur forestier vous permettra d'être admissible aux différents programmes d'aide visant la mise en valeur des forêts privées. La première étape sera de communiquer avec un conseiller forestier qui œuvre sur le territoire de votre lot boisé. Les conseillers forestiers détiennent une expertise importante sur la forêt régionale. Ils pourront vous aider dans tous vos travaux de mise en valeur. Pour trouver un conseiller forestier dans votre région, vous pouvez consulter le site Internet de la Fédération des producteurs forestiers du Québec au www.forêtprivée.ca dans l'onglet « Je cherche un expert ». Vous devez alors inscrire le nom de votre municipalité. Alors aujourd'hui, on vous parle de forêt privée et quel bel environnement. D'ailleurs, c'est le fun, vous allez le voir peut-être un petit peu plus loin dans la série, mais nous, c'est vraiment notre première extérieure dans la forêt. C'est le fun, enfin, on parle de forêt, puis pour la première fois, on est dans la forêt. Alors, on est devant la forêt privée de M. Gignac qu'on va vous présenter dans quelques instants. Mais tout d'abord, j'aimerais que quelqu'un, un de mes invités, soit Charles ou Caroline, nous dise c'est quoi de la forêt privée. En fait, la forêt privée, c'est la distinction qu'il faut faire avec la forêt du domaine public. Donc, la forêt publique appartient à l'ensemble des Québécois. Forêt privée, ça appartient à des propriétaires fonciers qui payent des taxes pour leur propriété. Donc, c'est des gens qui possèdent eux-mêmes comme n'importe quel bien foncier, là. Puis souvent, on va avoir la pensée que les gens qui ont leur propre terre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dessus. Je pense pas que c'est le cas. Absolument pas. Ça peut être vrai il y a plusieurs années. Maintenant, il y a des réglementations, soit au niveau des MRC ou plus précis au niveau des municipalités. Donc, il y a des municipalités qui, les réglementations vont gérer tout ce qui est abattage ou l'utilisation du terrain en forêt. Oui. Là, Caroline, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la structure qui régit, parce qu'il y a quelques organismes qui s'occupent de tout ça, là. Il y a beaucoup d'organismes qui interfèrent en forêt privée. Chez nous, on représente les propriétaires de boisés. On défend leurs intérêts auprès des différentes instances là, publiques. On s'occupe aussi de la gestion du plan conjoint, qui est la mise en marché des bois. Alors, quand le propriétaire coupe des arbres, on l'aide là, pour la mise en marché, pour les vendre là, auprès des différents industriels. Est-ce que ça se fait en groupe, ça, ou... Il y a deux façons de faire. Pour les pâtes et papiers, c'est en groupe. C'est vraiment un plan conjoint. Le syndicat négocie, s'occupe du transport et tout. Pour ce qui est le sciage, bien, c'est plus une production individuelle. Alors, c'est le propriétaire qui doit faire ses propres démarches. Okay. Donc, justement, on va aller voir M. Gignac. M. Gignac, en plus, est dans l'association. J'aimerais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous faites dans l'association. Nous autres, c'est nous autres qui donnent les quotas de bois pour produire le bois. Et puis, on s'occupe aussi de la finance du syndicat. C'est notre rôle, un peu de tout ça, là. Puis
Puis, M. Gignac, vous avez des terres depuis combien de temps? Ça doit faire un bout? Ah ouais, moi, ça fait longtemps, depuis les années 65, que j'ai des terres à bois. Présentement, on est sur une terre qui est à la limite de Saint-Gilbert. Saint-Gilbert, Sainte-Christine. Puis une partie à l'autre bout, une partie de Port-Neuf aussi. Je ne sais pas si je suis trop vite dans l'élément, mais Charles, je trouve ça le fun parce que juste ce qu'on a en arrière ici, c'est une terre coupée. Oui. Hein? C'est ça, j'aimerais que tu nous expliques ça. Bien, en fait, on voit l'utilisation des terres en forêt privée. Il y a une mixité d'usages. Tout à l'heure, vous allez voir derrière, il y a de l'agriculture qui est juste à côté de l'utilisation forestière. Donc, il y a tout. Puis en foresterie, oui, il y a des arbres à récolter, mais il y a toutes sortes d'utilités. Exemple, la récolte des champignons. Mais spécifiquement ici, oui, il y a un traitement sylvicole qui a été exécuté. C'est pas l'hiver dernier, l'autre. Donc, ça fait 2 ans. Et puis, on voyait que c'est une forêt naturelle, donc ça n'a pas été planté ici. C'est une forêt qui était très dense à l'origine. Donc, ce qu'on voulait, c'est perpétuer une structure jardinée. On ne voulait pas arriver à une coupe finale et être obligé de reboiser éventuellement. Donc, on a récolté entre 30 et 40 du volume des arbres, toujours sélectif. On essaie de pas de créer de trouées. Nécessairement, on va faire des chemins pour sortir le bois. Mais ce qu'on voulait, ultimement, c'est de créer des trouées de lumière où la régénération naturelle allait prendre racine. Donc, avec cette régénération-là naturelle, on va arriver à avoir plusieurs hauteurs d'arbres, et puis la structure va être jardinée, et puis elle va se perpétuer dans le temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, les gens ont l'impression qu'il y a des coupes à blanc, toutes sortes d'affaires comme ça. On voit, là, c'est vraiment un bel exemple. Oui, c'est un bel exemple ici de coupe partielle. Par contre, coupe à blanc, oui, ça peut paraître péjoratif, mais les gens, c'est pas quelque chose qui est beau à l'œil. Mais en foresterie, oui, il s'en fait encore sur des petites superficies. Il peut arriver à un peuplement à maturité non régénéré ou suite à une infestation d'insectes ou de maladies. La coupe à blanc, oui, on en fait. De petites superficies, mais c'est un traitement sylvicole qui est quand même valide parce qu'en foresterie, ce qu'on veut faire éventuellement, c'est toujours perpétuer l'œuvre de la nature. C'est ce qu'on apprend à l'école. Et puis, naturellement, il en arrive des trouées qui se font, que ce soit par le feu, par les insectes. Donc, mais ici, puis sur le territoire de la région de Port-Neuf, on a des forêts qui se jardinent. Les forêts ici, c'est résineux, mais plus on va monter dans les contreforts des Laurentides, il va y avoir beaucoup plus de forêts feuillues. Et puis ça, c'est des strates forestières qui sont beaucoup plus jardinées, là. Bonjour, je suis André Houle, technicien forestier au Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec. Mon travail, c'est d'aider les producteurs de bois tant au niveau de la mise en marché de leur bois qu'au niveau du mesurage, les aider au niveau du transport vers les différents acheteurs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les règles à suivre pour réaliser un bon façonnage des bio. Il s'agit d'une étape importante pour le producteur forestier afin de maximiser la valeur de son arbre en éliminant les différents défauts. Il faut savoir que la très grande majorité de la valeur d'un arbre se situe dans la bille de pied, c'est-à-dire le premier bio à partir de la souche. Il n'est donc pas surprenant qu'une étude nous indique qu'un mauvais façonnage pourrait nous faire perdre jusqu'à 30 de la valeur d'un arbre. C'est donc un bon moyen d'augmenter vos revenus sans augmenter votre charge de travail. Vous êtes doublement gagnant. Prenons par exemple un bio d'érable à sucre de 8 pieds de longueur et d'un diamètre de 12 pouces. S'il est envoyé à la pâte, il vaudra 6 $. S'il se classe pour le déroulage ou le sciage de grande qualité, il pourra valoir de 20 à 40 $. Caroline, justement, tantôt, tu nous parlais qu'il y a beaucoup de statistiques, il y a beaucoup de monde qui font de l'exploitation forêt privée. Bien, au niveau provincial, c'est 130 000 propriétaires de boisés privés. Si on parle un peu plus ici en région, on parle de 6 000 propriétaires de boisés. Sur ces 6 000, on peut penser qu'il y en a environ 1 000 qui produisent là, du bois annuellement. Là. OK. Donc, c'est pas tout le monde qui... C'est pas tout le monde qui coupe. C'est pas tout le monde qui coupe à chaque année. Il y en a qui coupent aux 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ça dépend de leur objectif, là, justement, qu'ils ont de production. Puis, ça dépend aussi du type de forêt qu'ils ont. Ça dépend aussi de la mise en marché des bois. Tu sais, des fois, c'est favorable. Alors, il y a plus de coupes qui se font que quand c'est pas favorable. Bon, là, je ne sais pas c'est qui va répondre à ma question, mais supposons que je suis quelqu'un qui vient acheter une terre et que là, je veux embûcher un bout partiellement, justement. Comment je procède?
qui j'appelle? Ben, je peux prendre la balle au bon. En fait, nous, à l'Agence des forêts privées, notre mandat principal, c'est l'administration du programme d'aide en forêt privée. Donc, là, il y a un programme provincial qui est administré par 17 entités régionales. Donc, il y a 17 agences. Et puis, nous, à notre niveau, c'est la région 03, la région de la capitale nationale. Donc, un propriétaire qui veut faire des coupes chez lui, il peut le faire en demandant des permis à la municipalité, mais il peut obtenir des subventions aussi. Donc, que ce soit pour faire des éclaircies commerciales, faire toutes sortes de travaux, de la plantation. Donc, il y a un programme d'aide, c'est de l'argent public investi chez des privés. Et puis, à ce moment-là, un propriétaire se doit d'avoir un plan d'aménagement forestier. Donc, c'est la porte d'entrée du programme. Un plan d'aménagement forestier, c'est fait par un conseiller forestier qui sont accrédités auprès de notre organisme. Donc, le propriétaire est encadré pour la réalisation de ses travaux. Donc, c'est encadré professionnellement avec un ingénieur forestier. Et puis, éventuellement, si les travaux sont faits selon la prescription sylvicole, il y a une aide financière qui lui est versée. Okay. Donc, la personne, elle vous appelle, puis vous prenez le dossier en main, vous envoyez une personne qui vient voir, puis qui fait des suggestions. C'est ça. Ils peuvent nous appeler directement, nous, à l'agence, mais ce qu'on va faire, nous, on va envoyer les coordonnées de nos conseillers forestiers accrédités. Donc, dans la région de Portneuf, il y a le groupement forestier de Portneuf qui sont à Saint-Raymond. Et puis, il y a un conseiller forestier indépendant aussi, CFRQ, conseiller forestier de la région de Québec, qui sont les conseillers de M. Gignac. Donc, eux sont indépendants, mais sont basés à Québec. Ils ont du budget attitré pour la région de Portneuf. Groupement forestier, on va les voir plus tard dans la série. Mais M. Gignac, j'aimerais vous nous en parler justement de l'autre organisme. Comment ça fonctionne avec vous? Les conseillers forestiers, ben moi, je fais affaire avec eux autres depuis quelques années. Ça va très bien. Je trouve qu'ils font vous voyez, je trouve qu'ils font de la belle ouvrage. Puis le groupement forestier, c'est la même chose. C'est des personnes qui sont quand même soucieux du travail, puis ils font quand même de la belle job. Fait que moi, les conseillers forestiers, j'ai tout le temps fait affaire avec eux autres, puis ça va très bien. Dans le fond, comment ça se passe? Eux autres, ils viennent ici, ils repèrent les arbres qui vont être coupés. Comment ça? Il y a quelqu'un qui passe et qui marque les arbres qui vont être coupés. Après ça, soit que tu peux le faire avec ta scie mécanique. Si tu veux le faire toi-même, tu peux faire tes travaux toi-même en prenant ta scie mécanique, en le faisant, ou une petite machine. Là. Mais moi, j'emploie des messieurs qui viennent de la Beauce avec leur machinerie, ils coupent le bois puis ils sortent le bois en même temps. Tout, c'est ça. En fait, le propriétaire peut être lui-même exécutant, comme M. Gignac le disait, ou il peut engager un entrepreneur pour faire les travaux. En autant qu'il y a un ingénieur forestier qui va venir faire une prescription avec des objectifs sylvicoles à atteindre. Et si le propriétaire les fait lui-même, s'il a la santé, l'équipement, peu importe, la subvention va à l'exécutant. Donc, si M. Gignac a engagé des gens pour le faire les travaux, donc la subvention à l'exécution va aller à ces gens-là. Puis ce qui est intéressant, M. Gignac, c'est tout ce qui est à terre, vous pouvez le ramasser pour faire de la biomasse. Oui. Mais là, j'ai 400 arpents ici. J'ai vraiment pas le temps de tout ramasser. Mais ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Le lien avec la chaufferie à Saint-Gilbert. C'est ça que je faisais, là. J'aimerais aussi, dans le fond, quand on a une forêt privée, puis que là, on exploite tout ça, par la suite, on a parlé un petit peu, c'est la mise en marché, c'est de vendre tout ça. Comment le propriétaire, il peut fonctionner à partir de là? Est-ce qu'il faut qu'il aille d'un autre organisme? Ou Bien, c'est au syndicat des propriétaires forestiers qui doit se référer pour la mise en marché. Il peut appeler au bureau, il y a des conseillers à la production qui peuvent l'aider selon les objectifs qu'il a d'inscrits dans son plan d'aménagement, selon les travaux qui sont prescrits. Il va avoir une idée du bois qui va être coupé, les essences, les longueurs, les dimensions, tout ça. Fait que, idéalement, il faut le prévoir avant pour être sûr de maximiser ses profits là, lors du façonnage des bois. Puis, il y a des conseillers chez nous qui peuvent l'aider en ce sens. Les groupements forestiers aussi sont bien outillés pour le faire. Et les conseillers forestiers de la région de Québec, ce sont des gens qui sont tellement habitués sur le terrain, qui connaissent bien les marchés, les industriels et tout. C'est sûr que quand il y a du bois à part, ça c'est vraiment particulier, il faut demander à l'avance un contingent de production. Un contingent de production. Ça veut dire qu'il y a un nombre maximum qu'ils doivent couper, c'est ça? Oui, il y a un contrat qui est négocié avec l'usine et ce contrat-là est réparti selon les demandes de tous les propriétaires dans la région. Parce que ce sont des contrats limités, le prix est fixé, le transport est organisé. Alors, c'est ce qu'on appelle là, un plan conjoint là, pour le marché des pâtes, papier, panneaux. Et ici aussi, dans la région, il y a le charbon. Qui rentre dans l'agriculture. Un peu comme dans l'agriculture, les œufs, le lait. Ouais. Donc, le syndicat fait partie de l'UPA. Avant de vous montrer des exemples de façonnage, il faut savoir que les bios sont classés selon leur diamètre au fin bout, la longueur, les essences. Pour classer un bio, on identifie les faces claires de défaut.
Il faut alors imaginer que le bio est divisé en 4 de la manière suivante. Un défaut peut être un nœud, une pourriture ou une bosse. Il peut y avoir plusieurs défauts sur la même face, mais plus on a de face claire de défauts, meilleure sera la valeur du bio. Avant de produire du bois, vous devez contacter votre syndicat ou office de producteurs forestiers afin de connaître les marchés qui sont disponibles dans votre région, les prix qui sont offerts et les spécifications recherchées par les acheteurs. Ces informations orienteront votre travail de façonnage. Ici, on a un bouleau jaune. C'est une essence recherchée par les acheteurs de déroulage. Donc, on a choisi de faire un premier bio de déroulage d'une longueur de 8 pieds 6, puis qu'on a quand même un diamètre de 16 pouces au petit bout. Pour le marché du déroulage, les diamètres de 12 pouces et plus peuvent accepter un défaut de surface en autant que le nœud soit pas plus gros qu'un diamètre de 3 pouces. Pour le bio qui suit, on a choisi de faire un bio de sciage, étant donné que les nœuds apparaissent. C'est un bio qui va avoir 2 faces claires, étant donné qu'il contient des nœuds de 2 côtés. Donc, notre bio de déroulage a un diamètre au petit bout de 16 pouces. C'est un bio de 4 faces claires, 1700 $ le 1000 pieds. Il contient 90 pieds de bois, donc ce bio a une valeur de 153 $. Justement, Charles, on arrive devant une forêt. Moi, encore une fois, je reprends mon exemple, le gars qui ne connaît pas ça puis qui vient d'acheter une forêt. C'est quoi les conseils que tu aimerais donner à ces gens-là? Bien, en fait, c'est sûr qu'un propriétaire se doit d'être toujours encadré parce qu'une forêt, donc ici, on a du pin qui peut avoir 70-90 ans facilement. C'est tellement long à pousser et le profit ultime, c'est toujours sur la qualité. Donc, si on n'est pas encadré, c'est facile de passer à côté d'un profit. Donc, c'est toujours de maximiser sa production, toujours dans les meilleurs optimums, là. Bonjour, je me nomme Éric Quirillon. Je suis formateur accrédité par la CSST en abattage manuel. Je vais vous présenter des techniques de travail pour diminuer les risques d'accident lors de vos travaux d'abattage. Voici les équipements de sécurité qui sont nécessaires. Tout d'abord, un casque de sécurité avec un écran facial et des protecteurs auditifs. L'écran facial peut être remplacé par des lunettes de sécurité selon les préférences. Des gants de la bonne grandeur pour permettre une bonne prise de la scie, un pantalon de protection qui contient un tissu fibreux qui bloquera la chaîne si elle entre en contact avec le pantalon. Des bottes de sécurité spécifiques aux utilisateurs de scie qui auront également le tissu fibreux de protection sur le devant de la botte, en plus du bout en acier et de la semelle antidérapante. L'entretien de la scie à chaîne est très important. Portez une attention particulière à l'état du guide chaîne, également à la tension de la chaîne et à son affûtage. Avant d'abattre un arbre, le travailleur doit évaluer les risques associés à cette opération. D'abord, il doit évaluer les dangers. Les dangers divers peuvent se trouver à proximité de l'arbre à abattre et même sur l'arbre lui-même. Par la suite, le travailleur évalue l'inclinaison de l'arbre et à partir de celle-ci, il déterminera une voie de retraite. Une épaisseur de charnière doit aussi être déterminée. Finalement, on déterminera le type d'entaille à utiliser ainsi que les outils nécessaires à l'opération. Alors maintenant, on va parler, Caroline, de la formation. Parce que vous en donnez de la formation. Oui, on essaie d'encadrer les propriétaires qui veulent en connaître un peu plus là, sur leur forêt. Alors, on a des cours de formation qui informent beaucoup sur la sécurité en forêt. Comment entretenir sa scie à chaîne, comment couper des arbres de façon très sécuritaire pour les gens qui veulent le faire eux-mêmes. On a aussi des cours sur l'aménagement des boisés, les éclaircies, le jardinage. Et on a un volet aussi un peu plus théorique qui est la fiscalité forestière. Comment calculer ses dépenses et ses revenus par rapport à son boisé. Est-ce qu'exploiter sa forêt privée, ça amène le propriétaire à se partir d'une entreprise ou on peut juste le faire avec une petite comptabilité facile?
On peut juste le faire avec une petite comptabilité facile. C'est sûr que ça dépend de l'ampleur là, de la terre à bois et combien de bois va être coupé dans l'année, mais normalement, là, ça se fait individuellement. Là. OK. Puis tu me disais tantôt que vous pouvez vous déplacer aussi, même vous déplacez le plus possible pour ces formations-là. On est mandataire pour organiser les activités de formation et on va où il y a de la demande. Alors, s'il y a des propriétaires de Portneuf qui veulent se regrouper, ça prend 8 à 10 personnes. On se déplace, on trouve le formateur, puis on l'organise sur place parce que souvent, il y a des journées sur le terrain. Alors, ça nous prend forcément des boisés pour organiser les formations. J'imagine que vous en faites beaucoup dans l'année des formations? Est-ce que vous avez un chiffre de nombre de formations que vous pouvez faire dans l'année? On en fait un peu partout sur le territoire. Bien, il y en a une dizaine là, pour la région de Québec. Là. Ça varie entre 8 et 10 formations annuellement au niveau de la région de Québec, la région 03. Et puis, ça s'adresse à peu près 80 propriétaires annuellement là, qui font affaire avec nos cours de formation. Mais je trouve ça pas mal le fun parce que moi, j'avais l'impression que quelqu'un de forêt privée, bien, il y avait un organisme, mais dans le fond, vous vous occupez beaucoup de vos propriétaires. Là. Toujours. On a toujours les intérêts des propriétaires à cœur. Alors, c'est ce qu'on fait tous les jours, là, les informer via différents médias. On a un journal d'information du forestier qu'on publie aussi, le site Internet où ils peuvent aller chercher beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez aussi des congrès, des colloques, ce genre de choses-là? Pour les propriétaires forestiers, c'est sûr que oui, il y a des congrès de la Fédération du syndicat des producteurs de bois. Nous, pas au niveau de l'agence, non. Okay. Monsieur Gignac, tantôt, on jasait aussi du fait que c'est bien beau acheter une terre, mais il faut savoir s'en servir. Des fois, il y en a qui achètent la terre puis ils la laissent juste pour la chasse, dans le fond. Il y a des usages qui sont intéressants à faire avec une terre. Oui, c'est que des fois, il y a des personnes qui vont acheter un petit lot de bois de 25, moi je parle tout le temps en arpents, 25 ou 40 arpents, quelque chose de même, puis ils payent un gros prix, puis ils s'en servent juste pour la chasse ou la pêche. Moi, je trouve que dans ce temps-là, le boisé, il perd de la valeur parce que le bois, il est à maturité puis il n'est pas coupé. Fait que ça, je trouve ça triste un peu pour ça, mais c'est la réalité. Nous, en fait, les propriétaires, on va... En fait, c'est un programme de mise en valeur des forêts privées, puis ultimement, ce qu'on veut, c'est que le travail final du programme serve à produire du bois, mettre du bois en marché qui va aller se transformer dans les usines. Donc, c'est un programme étatique, c'est de l'argent public qui est investi chez les privés. Donc, ce qu'on veut ultimement, c'est que le dollar investi fasse des petits. Hein? En fait, le propriétaire peut se tirer un revenu relativement intéressant de la production de bois. Et puis, plus spécifiquement, cette année, nous, on a toujours des budgets annuels qui sont attribués, mais encore plus cette année, il y a un 6 millions provincial. Et puis, dans la région de Québec, ce qui nous découle, c'est 650 000 qu'on a à investir pour faire de la production de bois. Donc, en fait, le programme, avant, comme on vous dit, il sert à faire toutes sortes de travaux, des travaux non commerciaux, la plantation. Mais là, on a 6 millions provincial sert à produire du bois. Donc, les propriétaires qui sont intéressés à court terme à faire de la production de bois. Donc, on a des budgets spécifiques attitrés à ça et on a des objectifs de mise en marché. Là. Ouais, puis là, dans le fond, vous êtes en support tout le temps aussi dans le processus. Quelqu'un qui ne connaît pas ça peut s'embarquer là-dedans sans problème. Oui, absolument. Oui. Puis pour faire un peu du chemin sur ce que M. Gignac disait tout à l'heure, là, une des grosses problématiques actuellement qu'on a en forêt privée, c'est la pression des taxes municipales. Donc, les valeurs forestières qui sont établies ne sont plus vraiment sur la valeur que l'on peut tirer. Donc, il y a beaucoup de gens qui achètent des lots pour l'investissement ou la spéculation ou faire des développements domiciliaires. Et ça fait monter à la hausse les voisins qui, eux, ont d'autres objectifs sylvicoles ou agricoles. Donc, c'est d'autant plus les propriétaires, s'ils veulent se tirer un certain revenu pour récupérer une partie de leurs taxes. Donc, le programme est intéressant à ce moment-là pour eux. Là. On a un bel exemple ici. Exploiter sa forêt, ça fait qu'elle va vivre plus longtemps aussi parce que souvent, quand on arrive dans des forêts privées, c'est dense. Il y a beaucoup de bois mort. Alors, il y a un ménage qui se fait en même temps. C'est ça. On fait du ménage, on fait des éclaircies, du jardinage. Tout ça pour ne pas en arriver à faire des coupes totales. Ouais, ce qu'on veut, c'est perpétuer la forêt d'elle-même, travailler avec la régénération naturelle. Oui. Parce qu'ici, les conseillers forestiers, quand ils sont venus voir ça, avant de commencer à entreprendre des travaux, et ils ont dit qu'il y a un aménagement terrible à faire ici, parce que vous voyez comment il y en a resté. Là. Ils n'ont enlevé à peu près 40 là. Ils ont enlevé 40 Vous voyez que tout ce qui reste. Fait que c'est vraiment un bon aménagement.
C'est souvent une belle conception, là. On a un bel exemple ici, là. Tu sais, je veux dire, les gens ont l'impression qu'il n'y a pas de conscience, qu'on arrive dans la forêt puis on démolit tout, alors que c'est vraiment très, très pensé. Hein? Et pour tuer un peu aussi les clichés, les travaux qui ont été faits ici, c'est mécanisé. Hein. Ça a été fait avec une abatteuse multifonctionnelle, avec un porteur mécanisé qui va mettre le bois dans son panier. Donc, c'est plus nécessairement, oui, il y en a encore des bûcherons manuels avec le petit 4 roues, petit tracteur, mais on pense toujours que mécanisation de la foresterie égale forêt un peu plus maganée ou blessures aux arbres. Ici, on essaie de regarder, on n'en voit pas de blessures. Et puis, il n'y a pas d'orniérage au sol non plus, il n'y a pas de traces qui ont été faites. Donc, de toute façon, on a aussi beaucoup de problématiques de main-d'œuvre en forêt privée. Donc, la main-d'œuvre manuelle. Donc, oui, on a un centre de formation ici à Duchesnay pour les gens qui veulent se spécialiser comme ouvriers sylvicoles. Mais au niveau provincial, là, on a beaucoup de désaffectation au niveau de la main-d'œuvre. Une main-d'œuvre qui est aussi vieillissante, mais qui ne se renouvelle pas. Donc, on n'a pas le choix de prendre le pendant de la mécanisation. Et puis, ça fait quand même de très beaux travaux, là. Ouais. Oui. Peut-être pour compléter, il y a toujours une solution pour répondre aux objectifs du propriétaire. On peut penser à du multiressources. Il y a des propriétaires qui peuvent faire des aménagements spécifiques pour la faune. Alors, quel que soit l'objectif de posséder un boisé pour le propriétaire, il y a toujours une solution qui existe qui permet aussi de récolter du bois au travers de tout ça. Dans le fond, c'est en ayant les consultants, peu importe de quel organisme on peut jaser, justement, on peut regarder, bon, c'est quoi vos objectifs que vous voulez faire avec votre terre? Là? Exactement. Ça fait partie des premières questions pour réaliser un plan d'aménagement forestier, pour répondre vraiment aux objectifs du propriétaire. Quelqu'un qui va aller plus vers la conservation, préserver les habitats pour la faune, mais il ne faut pas oublier que c'est vivant, puis couper du bois fait partie des objectifs, du cycle normal, exactement. En terminant, j'aimerais que vous nous parliez de comment on peut aller prendre de l'information. Est-ce que vous avez des sites Internet? On peut vous contacter par téléphone, par Internet? Comment ça fonctionne? Bien, le plus facile pour nous à l'Agence des forêts privées, c'est sur le site web www.afpq03, Agence forêt privée Québec 03.ca. On a aussi un site Internet, www.spfrq.qc.ca, qui est syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, et aussi le numéro de téléphone où il y a toujours quelqu'un pour répondre à toutes les questions. Puis, M. Gignac, je vais vous laisser le mot de la fin, justement. Je pense qu'on voit l'importance de ces organismes-là pour les propriétaires privés. Peut-être nous parler justement comment c'est important de les contacter. Oui, c'est certain que si on veut faire des travaux sur notre forêt, maintenant, c'est plus comme avant. Avant ça, on avait le temps d'aller avec notre scie mécanique, puis il y en a de moins en moins. Puis c'est la plupart de ceux qui ont des scies, c'est des gars comme moi qui ont les cheveux blancs, puis il y en a de moins en moins. Et ça fait que c'est important de contacter soit le groupement ou nos conseillers forestiers pour montrer notre forêt, les travaux qu'il y aura à faire avec ça. Puis on l'a vu dans l'entrevue, vous êtes très bien encadré. Fait que, en tout cas, disons que moi, je suis bien satisfait des travaux qui ont été faits. Oui, effectivement, C'est bien. Bien, merci beaucoup à vous trois. Je vous remercie d'être venus visiter ma ferme. Je trouve ça bien parce que c'est un sujet que je ne connaissais pas beaucoup, puis ça nous a fait vraiment connaître c'est quoi la gestion maintenant de la forêt privée. Merci beaucoup. Ça fait Merci à plaisir. vous.